Comment, alors qu'on fait cette taille-là, on gère un rebranding? C'est une histoire de fou. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon boss et il me dit en fait là Jérôme, il faut absolument qu'on rebrande le groupe et on va le faire l'année prochaine. Plusieurs rebrandings, il va y avoir des effets positifs mais il va y avoir des effets négatifs aussi, donc comment est-ce que ça se gère? Préparer ton rétro-planning, savoir faire tes trade-offs sur ce que tu fais pas, là où tu mets l'effort, parce que aussi tes équipes, savoir que tu vas geler plein de trucs. La clé numéro 1 du projet, c'est de faire adhérer les collaborateurs à ça. Ce qui n'est pas facile sur le rebranding, c'est de continuer tes projets, parce qu'on lançait quand même des produits, donc tu dois faire des lancements ou tu dois préparer un lancement, mais tu as cette date du 14 février où il y a tout qui switch quoi en fait. Tu peux vite tomber dans du coloriage, dans la refonte de logo, de marque, et en fait ça finalement c'est pas ça le plus intéressant. DL Software, c'était vraiment, moi, de ce que j'ai compris, un peu le nom du groupe, et après à l'intérieur de ce groupe, tu avais plein de marques, comme tu disais, très verticalisées, etc. Et là, la volonté avec le rebranding, donc le fait de passage sur Orisha, c'est le fait de vraiment mettre tout le monde dans un même chapeau, que tout le monde puisse incarner une même marque, etc. Tu confirmes? Complètement. En fait, le modèle de Orisha et feu DL Software, c'était beaucoup de la croissance externe. Donc c'était du rachat d'éditeurs de logiciels métiers sur des niches. Et ça fonctionnait très bien comme ça. Sauf qu'en fait, au bout de 20 ans, tu arrives à un portfolio qui est très très large, avec une trentaine de marques différentes, une centaine de logiciels différents, et des fois avec aussi des zones d'overlap. Et en fait, on s'est retrouvé un peu, si tu veux, à un plafond de verre. On s'est dit que pour grossir, pour être plus impactant sur les marchés qu'on adresse, et aussi pour être plus fort à l'international, en fait, on n'avait pas d'autre choix que de fusionner les marques, tu vois, donc Orisha, plutôt que de rester dans le modèle d'acquisition existant. Ok. Comment ça se gère un rebranding comme celui-là? Parce que tu sais, en fait, il y a plein de marques, il y a plein de collaborateurs, il y a plein de monde. Comment, alors qu'on fait cette taille-là, on gère un rebranding? C'est une histoire de fou. Parce que, bon, en tant que CMO, ça peut te tomber dessus. Hein. Quand je dis tomber, tu vois, ça peut être positif. Ça dépend comment tu vois le truc, mais oui. C'est quand on te dit qu'on va faire ça, c'est hyper excitant. Et tu as le deuxième effet qui se coule en disant, mais tu penses tout de suite à ta lead gen, tu te dis, mais attends, on va casser tous nos sites internet, toute notre notoriété, on va détruire de la valeur à court terme. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon boss, tu vois, il y a à peine 1 an et demi. Et il me dit, en fait, là, Jérôme, il faut absolument qu'on rebrande le groupe et on va le faire l'année prochaine. Et là, je lui dis, mais t'es sûr Ouais. On s'apprête vraiment à faire ça. Et elle me dit, oui. Parce que tu as prévu de la croissance, là, en fait, sur les... Ouais, c'est ça. Je dis, mais regarde, nos sites fonctionnent bien, les équipes progressent, inbound, outbound, voilà, on fait une croissance à 2 chiffres chaque année, on est sûr qu'on veut faire ça. Et il me dit oui, alors il m'explique, et il me faut juste 24 heures. Et je dis, franchement, laisse-moi juste dormir dessus, et je réfléchis un peu aux impacts, et je te fais une proposition peut-être de roadmap. Je sais pas si ce sera 1 an, peut-être 2, mais juste laisse-moi réfléchir. Il me dit, non, c'est pas négociable, c'est l'année prochaine. Et donc, le lendemain, je vais le voir et je lui dis, écoute, j'ai eu le temps d'y réfléchir. J'aime bien la folie du projet. J'aime bien aussi l'idée de se dire que ce ne sera pas parfait et qu'en fait, peut-être que la rapidité de ce projet, sans se précipiter, c'est peut-être la clé. Parce que c'est un projet qui est tellement considérable que tu vois, le risque, en fait, c'est de mettre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans à y aller step by step et finalement être beaucoup moins performant. Voilà. Ouais. Et on s'est dit, ok, on va faire ça, on va se laisser 1 an pour le faire. Du coup, par contre, moi, mon petit prérequis, c'est de se dire qu'on part vraiment avec une agence experte, digne de ce nom, top 3 des agences mondiales, experte en rebranding. Voilà. Et donc, on a mené un appel d'offres et on a choisi une agence top avec qui ça a matché, avec qui on a délivré une nouvelle marque. Alors, c'est même pas en 1 an, c'est en 9 mois. Tu vois. Ok, tu peux nommer l'agence, hein, moi ça m'a... Ouais, c'est le groupe Publicis. Okay. Et donc l'agence s'appelle Carré Noir. Okay. Carré Noir, c'est l'agence rebranding donc, du groupe Publicis. Okay. Ouais. Vu qu'ils ont fait du bon travail, autant leur rendre honneur, tu vois. Enfin, moi, ça me va très On bien. leur rend honneur. Ok. Et donc, comment est-ce que... Enfin, c'est un peu les grandes étapes de ce rebranding, tu dirais que c'est quoi? La première étape, c'est d'aligner tout le COMEX dont je fais partie. Donc on est 10. DAF, DRH, patron de business unit, etc. Et on s'était dit que
la clé numéro 1 du projet, c'est de faire adhérer les collaborateurs à ça. Et on s'était dit qu'avant même de les faire adhérer, il faut que nous, au COMEX, on soit alignés sur ce projet-là. Et en fait, tu peux vite tomber dans du coloriage, dans la refonte de logo, de marque. Et en fait, ça, finalement, c'est pas ça le plus intéressant. Ouais, clairement. Donc, on a beaucoup travaillé sur la vision. Qu'est-ce que serait, du coup, Orisha, non pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. De travailler la vision, de travailler la raison d'agir, la raison d'être, le supplément d'âme, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu es différent par rapport à tes concurrents? Et ça a mis tout le monde d'accord, parce que tu prends vraiment, si tu veux, le projet par... t'es pas bas du front, quoi. Tu prends vraiment, tu te poses les bonnes questions. Et accompagné de cette agence-là, c'est un travail sur la vision, etc., qui a duré à peu près 3 mois, avec beaucoup d'interviews, des travaux, des ateliers collectifs, mais aussi des interviews pour vraiment pas être hors sol, parce que le piège quand tu te projettes à 10 ans, c'est des fois de rêver un peu ta vie, tu vois. Oui. Surtout quand on a une boîte de cette taille-là, c'est que c'est ça. Forcément, le rêve, à un moment donné, il devient peut-être un peu trop inspirationnel. Un peu sans limite, un peu décorrélé, tu vois, de la réalité. Et donc, on a beaucoup utilisé aussi la data. Tu vois, on a regardé, y a un truc tout bête qu'on a fait, mais qui voulait dire tellement de choses. Et on s'est replongé dans les mots-clés qui étaient utilisés pour arriver sur nos sites web. Voilà. Et on s'est dit, ok, donc cette marque-là, si on la casse demain, gros enjeu, attention. Il faut qu'on gère la com. Celle-là, en fait, non. C'est pas le mot-clé de marque numéro 1 qui sort. Donc là, on est un peu plus safe. Tu vois, on a vraiment essayé d'avoir une approche très data-driven et pour objectiver un maximum de choses. Parce que tu sais très bien que quand tu refais une marque, il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, etc. Et il fallait surtout pas tomber dans ce piège-là. Et une fois qu'on avait sécurisé ce périmètre-là, tu vois, et on a pu attaquer la partie créative qui est venue, uniquement 5 mois après, tu vois. 5 mois avec le choix du nom, le choix ensuite du logo, les couleurs, mais tout était lié au travail préalable sur la vision, les objectifs, la raison d'agir, etc. Ouais, et puis tu as dit que le projet avait pris 9 mois. Ce travail préparatoire, il a pris 5 mois. Donc on voit bien que ça a été le gros du travail, parce que derrière, après, ça allait très vite finalement. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est 50% du travail. Ouais. Et les autres 50%, c'est un peu un matin, tu vois, je me lève sur le projet et je me dis, mais ça c'est top, mais il faut absolument en fait qu'on présente les prémices de ce projet-là en interne aux collaborateurs. Ouais. Juste qu'on leur explique pourquoi on le fait. Plutôt qu'on leur dise un matin ou qu'ils le voient sur un communiqué de presse. By the way, telle boîte, ces 30 boîtes-là sont devenues Orisha. Et donc, là, je dis à un COMEX un jour, je dis en fait, ce qu'on va faire, on va faire un roadshow. On va se déplacer dans tous les bureaux. Et on en a une 20aine. Et on a pris 3 mois. On s'est réparti les bureaux entre membres du COMEX. On a fait des binômes. On a travaillé le storytelling. On a expliqué juste le why, pourquoi on faisait le projet. Pourquoi c'était important de le faire et pourquoi c'était important de le faire maintenant. Tu vois ? Et en fait, on a pu aussi répondre aux questions. Donc les collaborateurs, ils nous ont écouté, pitché voilà, le pourquoi du projet, sans spoiler. On n'avait pas du tout révélé le nom de la marque. Et en fait, on a pu répondre à des questions, tu vois, sur OK, mais si on change demain d'entreprise, tu vois, qu'est-ce qu'il advient de l'interface de nos solutions? Est-ce qu'on change aussi le nom de nos produits? Sur nos fiches de paye demain, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est une bonne question, hein, tu vois, oui. c'est le concret, c'est le quotidien. Ah, là, c'est le quotidien. Ce qui fait qu'en fait, on a raccroché une vision stratégique, etc., à des questions très terrain, très, très, très concrètes, quoi, tu vois. Et en fait, on a pu peut-être désamorcer pas mal de questions, de frustrations, d'incompréhension de la part des collaborateurs. Et ça a été magique parce que ça a été les 50% restants. Et le dernier truc vraiment pour enfoncer le clou, ça a été un événement vraiment tu vois, digne de ce nom. On s'est autorisé, on s'est payé en fait le luxe de privatiser le Palais Brognard à Paris. On a fait monter la moitié des collaborateurs. On a fait un événement de fou où on a raconté tout le storytelling de DL Software à sa création. Donc on a invité les fondateurs, les 2 cofondateurs, à nous expliquer pourquoi ils avaient créé la boîte, qu'est-ce qui était important de garder en termes d'assets, etc. Ensuite, on a fait... Donc ça, c'était un peu la partie le passé, tu vois. Ouais. On a incarné le présent avec des cas clients. On a fait intervenir un client prestigieux par secteur d'activité. Ils nous ont ancré dans le présent en nous racontant pourquoi ils avaient utilisé nos solutions. Très important. Là, oui. Rebranding, on parle du futur, mais à l'instant où on se parle, on a des clients et comment on les sert. Et donc, on a fait
passé, présent, rampe de lancement parfaite pour évoquer le rebranding à l'avenir. Et donc là, présentation de la vision stratégique, présentation du film corporate de la nouvelle marque qui a fait un carton, et après explication des éléments de langage, etc. Et ça sur toute une après-midi. Et après, on a célébré ça comme il se doit. Je te passe les détails. Mais voilà, on a essayé de se dire, on a travaillé un peu en chambre, tu vois, en Comex au début. Ouais. On a présenté ensuite pourquoi on le faisait à tous les collaborateurs. Et on les invitait ensuite pour le reveal de la nouvelle marque. Et ce qui fait que, tu vois, quand on a posé la question aux collaborateurs quelques semaines après sur leur sentiment d'appartenance, on avait plus de 80% d'adhésion à la nouvelle marque, ouais, quasiment 90% des collaborateurs qui voulaient recommander la nouvelle marque à des pairs pour des embauches. Donc, tu vois, gros carton sur le sentiment d'appartenance et le fait d'impacter les collaborateurs. Plusieurs rebranding. Comment on gère ça d'un point de vue acquisition, tu vois, parce que va y avoir des effets positifs, mais il va y avoir des effets négatifs aussi. Donc, comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que ça se prépare? Comme on peut, un peu comme la Penta. Non, mais c'est du bon sens et tout. Et pareil, alors on va parler du plus gros que j'ai eu. Donc, rebranding début 2021 ou 2022, je sais même plus. Enfin, bon, bref. Et en gros, ce qui est assez marrant, c'est que donc on me file les guidelines début novembre, et pareil, on me dit il faut que ça soit effectif au 14 février. Je crois que c'était le 14 ou le 15, hein, autour de la Saint-Valentin, de mémoire. Donc pareil, c'était 3 mois, quoi, dont la période de Noël où il y a quand même pas mal de vacances. Donc j'étais en mode, ok, en fait, on n'a pas un site. En fait, les gens, c'est marrant parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a un souci, un travail d'éducation, growth, marketing, etc. Notre site web, tu y vas, tu as la homepage, tu as la page pricing et tu as les 10 plus grosses pages qui sont accessibles depuis le menu. Mais en fait, tu as toute la long train, du blog, des entrées SEO. Donc en fait, notre page, c'était 4000 pages. Notre site web, c'est 4000 pages par pays. Nos ads, c'est vraiment aussi pareil, décliné en 15 000. On a des emailing. Donc en fait, un rebranding a de l'impact sur tout. En plus, rebranding, changement un peu de tone of voice. Donc tu as le design, mais tu as aussi la copie, avec des nouvelles façons de parler, sur l'énergie, on peut mettre des virgules. Il y avait pas mal de choses. Et du coup, c'est vraiment le pragmatisme et aussi le 80-20, c'est-à-dire on veut quelque chose de très bien pour le 14 février, mais tout de suite, j'ai dit, en fait, on va pas pouvoir tout avoir. Donc, en gros, c'est quoi mes pages qui font 80% du trafic? C'est quoi mes ads qui font 80% du trafic? Parce qu'en fait, les 100% n'étaient pas accessibles. Donc, soit je faisais les 100%, mais je les faisais pas bien, soit je faisais les 80% et je les faisais très bien. Le reste, c'était soit en surface, il n'y avait pas forcément la bonne illustration, etc. Et pareil sur la copie. En gros, j'étais en mode, pareil, on va pas prendre toutes les pages du site et tout revoir la copie. On va prendre les top 10 de chaque pays. Pareil, en fait, je fais des trade-offs parce qu'à un moment, c'est pas possible. Mais ce qui est pas facile sur le rebranding, c'est de continuer tes projets parce qu'on lançait quand même des produits. Donc, tu dois faire des lancements ou tu dois préparer un lancement. Mais tu as cette date du 14 février où il y a tout qui switch, quoi, en fait. Et en plus, le rebranding, t'as pas... moi, j'ai jamais fait, pour le coup, de progressive rollout, etc. Ouais. C'était vraiment du jour au lendemain, le switch, et il n'y a pas de retour arrière. Enfin, sauf si tout s'effondre, mais en vrai, il n'y a pas de retour arrière. Donc, c'est plus préparer ton rétro-planning, savoir faire tes trade-offs sur ce que tu fais pas, là où tu mets l'effort, parce que aussi tes équipes, savoir que tu vas geler plein de trucs, parce qu'en fait ça sert à rien de te préparer sur le lancement de, je sais pas, Apple Pay, parce qu'il faut que tu aies tes nouvelles assets rebrandées. Oui, sinon tu fais le travail en double. Ouais, et en fait tout est gelé, tu travailles que pour le rebranding en mode projet, et en plus ton rebranding, mon KPI c'était le rebranding est OK, et le taux de conversion est stable. Parce que c'était un rebranding en plus très inspirationnel, et ainsi, ils sont beaucoup inspirés au début des affiches placardées. Mais ça ne marche pas sur un site web. Donc déjà, quand on a récupéré le projet, là c'est plus opérationnel, mais on a dû
adapter. Et en fait, on a re-challengé l'agence parce que ce qu'ils nous proposaient, c'était une affiche. C'était pas une page web. C'était une affiche, c'était pas une ad méta. Donc, comment tu t'arrives à garder ta cohérence de la DA? Parce qu'en fait, toi, tu as le projet en novembre, mais en fait, Marion, les fondas et tout, c'est depuis juillet qu'ils bossaient sur le rebranding. Donc, en gros, eux, ils ont vu plein de pistes, ils ont itéré, ils ont fait des trade-offs, ils étaient arrivés à un truc, ils étaient super contents de leur mood board et tout. Et en fait, ça marche en branding, ça marche en inspirationnel, ça marche pour faire de la télé, de l'affichage, mais ça marche pas pour mes canaux, là, ce que vous avez fait. Enfin, en tout cas, il faut l'adapter, quoi. Et du coup, c'est comment tu arrives à trouver des compromis. Ouais, des compromis, exactement, sans compromettre ta qualité. Mais c'est des compromis, ouais, parce qu'après, moi, j'étais très en mode... oui, CTA noir, ça va jamais marcher, les gens cliquent pas. Et en fait, si, d'ailleurs, maintenant, c'est la norme et tout le monde fait des sites CTA noir, donc c'est assez marrant. Donc, j'étais aussi parfois très sceptique. J'avais du mal à embrace parfois certains choix de DA. Et en même temps, c'est ce qui fait ta différence versus la concurrence et tout. Et je trouvais ça intéressant, le rétro-planning, parce que pareil, ils me donnent en novembre opérationnellement les choses, donc on a 3 mois. Et je leur dis, mais 3 mois, c'est court, quoi. Et en fait, eux, ils étaient dedans depuis juillet. Donc, ils disent, en fait, le rebranding, il n'a pas duré 3 mois, il a duré 9 mois. Je sais pas, moi, j'étais pas dans les discussions avant, là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il a duré que 3 mois, le rebranding. Donc, il y avait ça. Les KPI, donc quel KPI je veux. Donc, en gros, nous, c'était en mode, on se dit, en vrai, sur les ads, il y a un risque. Tu as tout ton historique, tout ton algo, ça fait longtemps qu'il tourne, du coup, tu sais ce qui marche bien et tout. Donc, on essayait de garder les ads qui marchent bien, un peu la même façon de parler, bien sûr, les mêmes bénéfices, les mêmes façons de mettre en valeur. Et après, c'était plutôt préparer l'après. C'est-à-dire que c'est pas fini au 14 février quand tu lances. C'était vraiment mesurer toujours tes KPI au day-to-day, au weekly, et te faire un plan en mode worst case scénario. Ok, si je suis à moins 5% de volume ou de conversion, si je suis à moins 10, moins 15, c'est quoi mes analyses, comment je focus la team pour itérer, pour essayer d'avoir des learnings, etc. Donc, c'est-à-dire que le mode projet, il n'a pas fini au 14 février, mais il a fini 2 mois plus tard. Et je pense que ça, c'est un risque, peut-être en gestion de projet, c'est de se dire, le rebranding est fini, je passe à autre chose. Mais c'est un risque parce que si jamais ton taux de conversion il s'effondre ou ton volume, etc., t'as plus la bande passante où tes équipes sont plus focus sur en fait il faut que j'améliore et il faut que je continue. Donc je trouve qu'un bon learning c'était d'avoir aussi mis 2 mois de buffer d'être vigilant, quoi. Voilà, d'être vigilant. Finalement. Ouais, et hyper intéressant. Et on n'a pas fait de cata à ce moment-là. Cool. Je te propose de fermer le chapitre Conto. Yes. Ça m'intéresse de savoir du coup comment tu as géré l'après. Ouais. Parce que du coup, tu le disais en intro, mais après, donc, tu t'es passé du côté obscur de la force, à savoir, t'es devenue indépendante, quoi. Et du coup, ça m'intéresse de savoir comment... Enfin, tu vois, comment d'un point de vue positionnement personnel, tu vois, même comment tu trouves ton positionnement sur le marché, etc. Enfin, comment tu gères ça, quoi? C'est une super bonne question. En effet, je suis passée côté obscur. Enfin, je suis devenue cliente, du coup, maintenant. Bah ouais. J'ai créé ma boîte et tout. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai de la chance, en fait. C'est une très belle étiquette, quoi. Ah, ce que j'ai fait. Comme on ne sait jamais... En fait, un conseil, c'est vraiment de s'entourer. Donc, chez Conto, j'avais pas les bonnes réponses. J'ai grandi avec la boîte. Il y a du bon sens et tout. Je me suis beaucoup entourée à ce moment-là de gens qui avaient le même métier que moi. Donc, j'ai beaucoup parlé. Toutes les semaines, quasiment, je parlais à quelqu'un qui avait un job chez PlayPlay, chez SumUp, chez Pigment, etc. Pour apprendre les uns des autres. Et moi, je disais toujours oui quand quelqu'un me demandait des conseils. Gros challenge de l'adhésion en interne. Ça me semble évident. Comment faire adhérer aussi les clients, tu vois, historique au fait que à partir de maintenant vous allez plus deal avec ABC, vous allez deal avec Orisha. Tu dirais que comment est-ce que ça se gère? Est-ce que du coup ça se porte par les collaborateurs que tu as fait adhérer? Complètement. En fait, ce qu'on a préparé, c'est déjà ce qu'on a dit aux collaborateurs, et c'est ce que notre agence nous avait dit, c'est
demain tu t'appelles Tartampion et en fait, si tu expliques à tes clients qu'il y a des choses qui vont changer, comme le nom de la marque, mais il y a plein de choses, by the way, qui ne vont pas vraiment changer, tes interlocuteurs, ton logiciel, ton accès, donc ton login, mot de passe à ton logiciel, bon, des choses toutes bêtes, hein, tu vois. Oui. Voilà, donc on a préparé des éléments de langage donc par secteur d'activité et par type de client, et on a fait ce mail-là très formel, un peu en mode FAQ. Où on a dit voilà, on a changé de marque, voilà ce qui change, voilà ce qui ne change pas. Et tu vois, on n'a pas eu de problème hein, parce qu'on a essayé d'être simple, factuel, et en même temps, on a dit sur les choses qui vont changer, dans le positif évidemment, c'est une accélération tu vois, de l'innovation sur nos outils. Et oui, forcément. C'est un peu aussi les éléments de langage autour de la nouvelle marque qui a, je pense, rassuré nos clients, et plutôt les plus gros. Mais voilà, on a essayé de désamorcer, tu vois, tout problème de mais on vous a perdu, on vous reconnaît plus, etc. Oui. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi je pense qu'il y a un énorme challenge qui est notamment vis-à-vis des clients, d'expliquer que c'est pas un big deal. C'est pas un truc de fou. Tu vois, genre, ouais. C'est pas un big deal. Et en même temps, t'es excité parce que tu viens de le vivre. Et du coup, t'as envie de leur partager cette excitation. Et du coup, tu peux facilement tomber dans le non, mais ça va être un big deal en fait. Et trouver un peu cette espèce d'équilibre de vous inquiétez pas, il y a rien qui change. Et puis, mais on est super content parce qu'il y a quand même des trucs qui changent. C'est ça. Cet équilibre-là, il est quand même pas évident à trouver. Quoi. Et tu vois, les retours qu'on a du marché sont positifs parce qu'en fait, je te disais tout à l'heure, on avait un portfolio tellement riche de sociétés, de solutions que ça devenait vraiment, je vais te le dire comme ça, hein, un peu le bordel. Et du coup, d'arriver en disant non, mais en fait, on a une marque, on a rangé notre chambre, en fait. Ouais, c'est ça. Le client, il va jamais te dire que tu as mal fait parce que tu as apporté un peu plus de clarté et de simplicité dans ton offre. Donc, et la chance, entre guillemets, qu'on a eu dans notre timing, tu vois, on a lancé la marque mi-octobre 2023. Et dans la foulée, je me rappelle que 2 jours après, on avait un très grand salon dans le retail avec la nouvelle marque, avec un certain nombre de clients, de prospects, et on a pu tout de suite capitaliser, tu vois, sur l'engouement en interne pour le projeter en externe et expliquer tout ça à nos clients. Vous inquiétez pas, voilà ce qui change, voilà ce qui ne change pas. Et on en a eu comme ça 3 gros, tu vois, des salons dans l'immobilier, dans le retail et dans la construction. Et on a pu déjà faire une sorte de coup de communication en rassurant et en projetant notre nouvelle marque auprès de nos publics. Je me dis que probablement, au niveau des clients, vous avez peut-être eu comme retour négatif, hypothèse. Hein. Avant, du coup, ils faisaient face à une marque qui était du coup peut-être un peu perçue comme une marque spécialisée, la marque du BTP, la marque machin. Et là, du coup, ils font face à une marque qui est plus vue comme une marque généraliste. Est-ce que du coup, vous avez pu... comment est-ce que vous avez géré ce challenge de non, mais on est toujours des experts D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le problème, mais... C'est une très bonne question. Et ça, on l'a adressé dès le début du projet sur la construction de la marque, dans la vision. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans ? On sera toujours un acteur vertical. Tu sais, soit tu es un horizontal, tu es un SAP, parce que tu vends ton ERP X vertical, etc. Nous, vraiment, on a un produit spécifique par vertical. Et on s'est dit qu'en fait, si on arrivait avec une marque unique, c'était chaud. Et en fait, ce qu'on a fait dans la création de la plateforme de marque, en dessous Orisha, on a décliné cette marque par secteur d'activité. D'accord, ok. Donc, tu vois, on a créé Orisha Real Estate pour adresser les métiers de l'immobilier, Orisha Construction pour adresser les métiers du BTP, etc. Et tu vois, le modèle, il est scalable parce que demain, Orisha rachète une nouvelle entreprise sur une autre verticale, et on aura toujours l'adossement. Exactement. Et c'était la condition sine qua non. C'est ce qu'on a expliqué aussi dans le roadshow auprès des collaborateurs. C'est attention, on n'est pas en train de vendre notre âme au diable, si j'ose dire. Tu vois, on sera jamais un acteur horizontal. Et dans la plateforme de marque, c'était indispensable d'avoir cette petite différence, cette complémentarité entre la marque groupe et ses marques verticales. Ok, intéressant. A posteriori, tu ferais quoi différemment ? Qu'est-ce que je ferais de différent ? Je pense que j'anticiperais encore plus le switch sur les nouveaux sites web.
Ah ouais. Ça, ouais. Alors, c'était ta première crainte. C'était le ma fait que première ça crainte. se fasse trop vite. Ouais. Et finalement, tu te dis, on aurait dû le faire plus vite. Alors non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'on aurait dû l'anticiper davantage en se posant encore plus de questions. D'accord, Tu vois, c'était ma crainte de base. D'accord. Et on s'est pas complètement ramassé, hopefully. Ouais. Vraiment. C'était un risque, mais tu sais, tu reconstruis ton audience quasi from scratch. Bah oui. Tu vois, même si ton plan de migration il est Oui. bon et quand T'es t'apprends, 301, voilà, etc. C'est un travail un peu de fourmi, donc il faut le faire. Mais tu vois, je pense qu'on aurait pu se poser plus de questions que ça et peut-être avoir une performance un peu plus importante. Ok. Parce qu'on va pas se mentir, au départ, on a dégradé légèrement la lead gen et là, heureusement, hopefully, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais peut-être qu'on aurait pu la dégrader un peu moins. Tu vois, en compensant avec un peu plus de dispositifs d'achat média, tu vois. Ok. On n'a pas vraiment cette culture-là, tu vois, chez Orisha, on est très une bande marketing, on est très... tu vois, nos solutions sont leaders ou co-leaders sur leur marché de niche, donc on comptait beaucoup sur le nom des produits, sur tout le trafic qui était facile à récupérer. Mais en fait, il n'y a rien de facile à récupérer. Tu as tué 30 noms de domaine, tu en recrées un nouveau, faut tout recommencer. Enfin, ou en tout cas, il faut recommencer une bonne partie, tu vois. Et donc, on aura pu gagner un peu plus de temps. Voilà, c'est un peu le seul regret que j'ai. Sinon, sur le reste, je sais pas si je referais différemment.